Bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 9h30. Bienvenue pour ce webinaire de Sim4Health. On va bien sûr attendre quelques secondes que tout le monde puisse arriver. Je vois les participants arriver en nombre. Vous êtes au final plus de 450 inscrits pour notre webinaire de ce matin. Donc encore un grand merci à vous tous pour votre intérêt. Et puis merci une nouvelle fois aux intervenants que je vais de nouveau remercier dans quelques minutes. Donc voilà, il est 9h30, on va commencer d'ici une petite minute. Bien évidemment, en introduction, vous dire également que ce webinaire est enregistré. Vous aurez donc bien sûr accès au replay ainsi qu'au support dans les heures à venir, ce qui vous permettra bien sûr peut-être de le partager à différents acteurs auxquels vous travaillez ou collaborez. Donc on commence dans une petite minute. Voilà, on est déjà donc assez nombreux. Je vois donc on va pouvoir commencer, à mon avis, voilà, à 31. Mais nous sommes à 31. On peut donc commencer ce webinaire. Donc, bienvenue à tous et à toutes donc, pour ce webinaire de Sim4Health. Donc, en 2021, comment peut-on encore former et informer donc, les professionnels de santé? Alors, pour cela, nous allons avoir un regard croisé sur l'intérêt de la simulation numérique, puisque vous l'aurez compris, c'est le cœur de l'activité de Sim4Health, c'est bien sûr de ce débat. Pour cela, on a voulu, comme on le fait, j'irais de manière assez naturelle chez Sim4Health, avec l'écosystème, avec les acteurs avec lesquels nous collaborons, de pouvoir inviter plusieurs personnes. Donc, je remercie une nouvelle fois donc, le docteur Véronique Narboni qui va se présenter dans quelques secondes, ainsi que Nathalie Ronsin-Koukenpock de Fering, et puis également Franck Lemeur de Tech2Med. Donc merci à vous trois d'abord pour tout le travail qui a été fait ces dernières semaines pour préparer ce webinaire, et on va pouvoir mieux vous connaître dans quelques secondes. Alors sur le sommaire, pour que vous ayez un cadre, alors on a 1 heure. On va vraiment privilégier les aspects d'échange avec vous. Donc, laisser pas mal de temps aux questions-réponses. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir, en quelques secondes, vous présenter Sim4Health, mais surtout rentrer dans le vif du sujet, le constat et le bilan de l'année 2020, puisque comment peut-on encore, il y a un volet, bien sûr, conjoncturel avec la situation sanitaire, comme vous le savez, et puis également le cadre de collaboration, et qui va être un peu le deuxième point, c'est-à-dire notamment le rôle des industriels de santé. Vous êtes très nombreux ce matin à participer. Comment, d'un point de vue collaboration, d'un point de vue éthique, la place qui peut être celle des industriels de santé aujourd'hui pour accompagner ces besoins que notamment Franck Lemeur va pouvoir nous décrire de manière assez intéressante avec une étude en exclusivité. Donc, c'est aussi l'intérêt de ce webinaire. Et puis, bien sûr, on parle beaucoup de co-conception chez Sim4Health. Travailler avec vous, échanger avec vous sur une approche peut-être de conception plus efficace et qui doit être un objectif commun partagé avec les différents services des laboratoires avec lesquels nous collaborons aujourd'hui. Donc, on va vous faire un retour d'expérience assez intéressant. Et puis, bien sûr, après une conclusion rapide de ces débats, le but, c'est à vos questions. Et donc, ça me permet d'enchaîner rapidement sur le fait que vous avez donc les questions-réponses qui sont disponibles donc, dans l'outil. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire pour que l'équipe de Sim4Health les classes et puisse donc les poser aux différents intervenants et bien sûr, on fasse cette phase d'interaction qui est essentielle dans ce cas. Alors, on va tout de suite passer pour la partie présentation. Donc, Dr Narboni, d'abord, bienvenue et encore merci pour votre intervention. Je vous laisse vous présenter avec quelque chose qui nous semblait important au début, c'est d'avoir quelqu'un qui a une pratique clinique, donc vous êtes médecin généraliste, et aussi avec une expérience importante dans le domaine pharmaceutique. Je vous laisse vous présenter. Oui, merci beaucoup Jérôme. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais essayer justement d'utiliser mes deux casquettes, à la fois l'expérience dans l'industrie pharmaceutique, mais aussi aujourd'hui davantage sur ce qui se passe sur le terrain en tant que médecin généraliste, parce que c'est avoir ces deux casquettes qui va permettre d'avoir un petit peu de recul. Donc, je vais volontairement utiliser les deux casquettes.
Très bien. Alors, comme vous l'avez dit, hein, vous voyez les citations, hein, qui sont sur cette slide. On les avait diffusées notamment sur les réseaux sociaux, pour comprendre un peu le parti pris et surtout les contenus que vous allez donner. Donc, ça sera également diffusé à nous tous. Nathalie Roncin-Coquenpod, merci également d'être présent. Donc, on collabore ensemble avec Sim4Health depuis pas mal d'années. Et surtout, voilà, vous avez mis en place un projet important. Donc, je vous laisse vous présenter avant de passer la parole à Franck. Merci beaucoup Jérôme et Interaction Healthcare pour Sim4Health pour l'invitation. Moi, je suis ravie d'être avec vous ce matin sur ce webinaire. Donc, je suis effectivement en charge pour Ferring France de la division médecine de la reproduction et santé de la femme. C'est vrai qu'on en reparlera plus tard. On a eu l'occasion de collaborer ensemble autour de la santé, on va dire, numérique. Et ce que je voulais surtout dire ce matin en préambule, c'est que moi, je suis ravie d'être là parce que je trouve que, enfin, c'est pas je trouve, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment au travers de cette crise sanitaire était quelque chose d'absolument extraordinaire. Évidemment, il y a plein de choses extrêmement négatives et dramatiques qui vont en résoudre et en découler. Mais il y a aussi beaucoup de choses, beaucoup d'occasions pour se réinventer. Hein, et je trouve que c'est pour nous, industriels, entreprises du médicament, c'est une vraie chance de pouvoir se réinventer à la lumière de cette crise sanitaire. Merci Nathalie pour cette introduction et à tout de suite pour la suite du débat. Franck, on va terminer par toi pour présenter ton activité, puisque là aussi, nous, on travaille depuis pas mal de temps ensemble. Et ton parcours, un peu à l'image de Véronique, avec peut-être ce double cursus, est assez intéressant. Donc, je te laisse également te présenter. Et, merci Jérôme, merci à toute l'équipe Sim4Health d'avoir préparé cet événement qui permet effectivement de partager ces sujets hein, dont on parle depuis le début de la crise, mais qui s'accélèrent aujourd'hui. Donc moi, je suis président fondateur de Tech2Med. Hein. J'ai passé quelques années dans l'industrie pharmaceutique, un peu plus de 20 ans, et j'ai franchi le pas entrepreneurial sur une croyance qui était que les technologies allaient impacter l'agenda des médecins, des patients, des industriels, et que c'est quelque chose qu'on voyait émerger, mais qui s'est finalement beaucoup accéléré cette année. Et je dirais que nous, aujourd'hui, de par nos missions, de par nos contributions auprès de nos clients, on observe un certain nombre de changements de façon de travailler, de façon d'opérer les choses. Et c'est ce que je vais vous partager d'ailleurs ce matin pendant cette intervention. Très bien, Franck. Écoute, bienvenue et merci à vous trois sur votre participation. Donc, pour ma part, Jérôme Leleu, Nathalie l'a dit, donc je suis le président d'Interaction Healthcare que j'ai fondé avec Daniel Villedieu il y a maintenant une douzaine d'années, hein, qui est donc un acteur dans le domaine de l'e-santé où on développe des applications e-santé pour l'intérêt des patients, pour l'intérêt des produits de santé. Et il y a maintenant un petit peu plus de 6 ans, on a créé donc une nouvelle entité qui s'appelle Sim4Health, qui est bien sûr complémentaire des activités d'Interaction Healthcare et qui est vraiment dédiée sur la simulation. On va en parler dans quelques secondes. Et surtout, en fait, on imagine bien que la simulation numérique est vraiment un élément qui va permettre une meilleure prise en charge des patients. Ça, c'est notre conviction. Je l'ai partagé sur LinkedIn ce matin, où j'essaye tous les jours de partager un peu ma vision de l'e-santé, puis aussi les innovations qui sont présentes. Et notamment, ça a été mis par notamment une étude faite par plusieurs magazines sur l'intérêt de la simulation numérique et montrer que ça fait partie des innovations pédagogiques principales tout au long de la vie du problème de santé. Et cette reconnaissance, elle est également faite par le ministère de la Santé et l'Agence numérique en santé qui, en fin d'année dernière, donc en décembre 2020, nous ont sélectionnés parmi les 10 talents de la e-santé 2020 sur un beau projet de co-conception également que nous avons fait en termes de formation pour les futures infirmières et infirmiers. Alors, pour ne pas être trop long, mais au moins quand même pour répondre, on a eu pas mal de questions sur la proposition de valeur de Sim4Health et pourquoi on avait organisé ce type d'événement. Donc, nous, notre métier, c'est de recréer virtuellement des situations cliniques pour une meilleure prise en charge des patients. C'est notre conviction forte, je l'évoquais. Et cela, on le fait grâce à la simulation numérique. Alors, ça peut se faire bien sûr en réalité virtuelle, mais aussi sur vos écrans classiques, ordinateurs, tablettes. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir s'appuyer sur l'expertise qu'a notre équipe
équipe. Donc, on a un triple ADN, hein, donc genre du médical, notamment des personnes comme Emmanuel Gouault, qui est notre responsable de coordination scientifique et qui notamment a largement contribué à la préparation de ce webinaire, et je la remercie. Bien sûr, les acteurs de la technologie, hein, donc, qui vont permettre de développer ces projets, puis également la pédagogie, puisqu'on parle avant tout de formation. Tout cela, en fait, on le développe pour l'intérêt également des pôles de santé, pour qu'ils puissent l'utiliser. Et pour cela, on a développé une plateforme qui s'appelle Medicactive. Et comme l'a souligné Franck, depuis maintenant plusieurs années, il y a un développement important et forcément une accélération très forte depuis un an. Donc là, on a dépassé les 150 000 pôles de santé qui sont formés via notre plateforme. Donc, comme je l'ai dit, hein, sur ordinateur, sur tablette et en réalité virtuelle. Et c'est un développement assez important. Dernière slide pour passer tout de suite au débat, mais vous expliquez aussi que c'est un peu l'antichambre de notre réflexion pour ce webinaire, c'est qu'il faut travailler aujourd'hui dans une approche d'écosystème. Bien sûr, chacun a un rôle, et vous le voyez sur la partie basse de la slide, Sim4Health travaille avec des universités, des facultés de médecine, des établissements de santé. On va en parler dans quelques secondes. Dans l'article que j'ai publié sur LinkedIn ce matin, on parlait notamment de collaboration avec le CHU d'Angers, qui intègre ces technologies, mais aussi des industriels de santé, du médicament, du dispositif médical, qui également essayent de travailler de manière éthique. On va le voir sur le projet que je vais vous développer. Bien sûr, les problèmes de santé, puis également les savantes qui ont un rôle pour nous essentiel dans cette coordination. Et on a travaillé notamment avec la Société française de cardiologie. Donc, un exemple vraiment très concret par rapport à l'intérêt de la simulation. Vous le voyez à l'écran, c'est une initiative qu'on a lancée notamment en 2020, donc en pleine pandémie de la Covid-19, avec le CHU de Bordeaux, donc avec une initiative qui s'appelle Learn to Fight, parce qu'on est persuadé que l'apprentissage, la formation, le partage d'informations de pair à pair a un intérêt évident, bien sûr, dans la santé en général, mais dans une situation de crise comme on a pu le connaître et malheureusement qu'on connaît toujours, il faut pouvoir partager efficacement. Et là, le CHU de Bordeaux, avec le docteur Nou notamment et le soutien de Yann Dubien, a lancé donc ce projet avec Sim4Health pour partager les bonnes pratiques. Et donc, c'est ce que vous voyez donc à l'écran. Et qui permettra peut-être, je sais qu'il y a beaucoup de gens du médical qui sont présents ce matin pour cette réunion, et vous le voyez donc à l'écran, on est sur une prise en charge. Donc, si vous vous posez la question, c'est quoi un simulateur numérique? Eh bien là, vous l'avez à l'écran, c'est un chemin clinique qui permet cette prise en charge avec différentes étapes. Dans le cas de la Covid-19, c'est la consultation, bien sûr, chez le médecin, dans le cas bien sûr d'une suspicion de Covid-19. Et puis malheureusement, le patient, son état va se dégrader et doit appeler donc au SAMU, donc c'est la deuxième étape. Et puis les deux dernières étapes, c'est la partie urgence et hospitalisation. Alors vous le voyez notamment, alors on a peu de temps, donc je vais rentrer rapidement dans les exemples concrets. Vous avez une intelligence artificielle qui permet notamment d'interagir avec le patient virtuel pour lui poser des questions, par exemple sur la perte de l'odorat, donc tous les signes cliniques qui vont permettre de prendre la bonne approche et le bon diagnostic, et puis les examens cliniques que vous voyez à l'écran. Là aussi, on pourra vous le développer un peu plus tard si vous le souhaitez et avoir plus d'informations sur ce type de simulateur. Donc, on est vraiment acteur de sa formation et c'est vraiment ce qui nous motive au quotidien au niveau de l'entreprise. Alors, après avoir fait cette introduction rapide sur Sim4Health, vous expliquez pourquoi on a voulu faire ce webinaire avec Franck, donc de Tech2Med, mais également aussi avec 360 Medix, donc, qui est un de nos partenaires avec lequel on a l'habitude de travailler. On a donc fait un baromètre qui a été fait auprès de 2400 professionnels de santé sur le changement de la pratique, notamment avec la Covid-19. Et Franck va nous décrire dans quelques minutes une étude passionnante également et qui vient compléter cette première étude qui a été publiée en janvier dernier, où on a une pratique de plus en plus importante. Vous voyez, 81% des soignants utilisent des outils digitaux dans le cadre de leur pratique. C'est 3 points supplémentaires par rapport à avant la période de la Covid-19 et de montrer structurellement que le digital est bien présent. Alors, vous le voyez en bas, hein, il y a encore une vingtaine de pourcents de soignants qui n'utilisent pas parce qu'il y a un problème de formation. Non pas de formation clinique, comme on va le voir beaucoup ce matin, mais de formation sur les outils digitaux. Donc, il y a tout un accompagnement à faire. Et là, Franck pourra également en parler. Ce qu'on peut retenir, pour être très concret par rapport à la thématique de ce matin, vous le voyez sur les besoins aujourd'hui clés attendus sur le digital pour les problèmes de santé. C'est avant tout l'accès à l'information scientifique. Donc, cette notion d'information et de formation est au cœur des besoins.
l'accès à des outils cliniques et pratiques, comme on vient de le voir, et puis également l'échange entre confrères, hein, l'échange pair à pair, qui est vraiment quelque chose chez Sim4Health que nous, on développe depuis très longtemps et qui nous semble essentiel, c'est faciliter, grâce aux outils numériques, eh bien, cet échange avec une interactivité plus forte, on va le voir tout à l'heure. Bien sûr, il y a d'autres besoins, hein, mais qui ne sont pas couverts par la thématique d'aujourd'hui, notamment, je pense à la téléconsultation. Donc, après avoir fait cette introduction générale sur les objectifs de notre webinaire, ce qu'on voulait, c'était vous dresser un constat et un bilan par rapport à l'année 2020. Donc, on ne va pas rentrer, bien sûr, dans les choses classiques que vous connaissez, l'avant-monde, enfin, le monde d'avant et le monde d'après. Nous, ce qu'on voulait, c'était bien vous partager le retour d'expérience qu'on peut avoir. Et peut-être juste avant, j'aimerais, Véronique, que vous puissiez nous redonner peut-être de manière un peu plus, je dirais, structurée dans l'information et la formation médicale. C'est quoi les grandes bases de ces deux thématiques et comment on peut les séparer avant que Franck nous donne également le retour qu'il a pu avoir auprès de 17 acteurs du domaine de la santé. Merci beaucoup, Jérôme. Oui, je pense que, étant donné que nous sommes dans la thématique aujourd'hui de la question de formation, évolution et information médicale, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il est important de rappeler finalement que la formation, le terme de formation, c'est d'abord effectivement l'apprentissage quand il s'agit de la formation initiale, et puis il y a cette formation continue. Mais aujourd'hui, le cadre juridique parle davantage et réglementaire d'un développement professionnel continu qui n'est d'ailleurs pas propre à la médecine, mais en médecine, ça englobe à la fois la formation médicale continue et l'évaluation des pratiques. Donc, dès qu'on parle de formation, la question de l'évaluation, elle est toujours là, et donc c'est vraiment important parce qu'il y a souvent des notions de certification. En parallèle, l'information médicale, là encore dans le cadre des affaires pharmaceutiques, des affaires réglementaires, c'est une responsabilité de l'industrie pharma qui est de pouvoir répondre aux questions des patients, des professionnels de santé, et d'où l'intérêt aussi des équipes médicales, et Franck va en parler tout à l'heure aussi. Finalement, le médical est important puisqu'il a un rôle clé avec les MSL aussi dans la possibilité de façon réactive de répondre aux questions. Mais aujourd'hui, au cœur du débat, on peut se dire que finalement, formation médicale, information, quand on est dans la simulation, on est véritablement plutôt au cœur de l'entraînement. On est véritablement dans ce qui permet, comme les pilotes de ligne, avec des simulateurs, de s'entraîner pour pouvoir, dans la vraie vie, éviter les risques et prévenir pour trouver le bon patient au bon moment en lui donnant la bonne réponse thérapeutique. Et je pense que là, on est vraiment dans ce qu'il faut peut-être revoir à l'aube de ce que cette pandémie nous a appris. Merci Véronique pour cette précision, et forcément vous venez d'évoquer quelque chose qui nous tient à cœur, hein. Vous parlez de la partie aéronautique sur laquelle il y a quand même beaucoup de travail depuis quasiment une cinquantaine d'années. On parle bien de jamais la première fois sur le patient, hein, donc qui est une recommandation de la Haute Autorité de Santé, et je crois que Nathalie va également en parler parce que ça lui tient également à cœur d'être respectueuse de cette orientation, et qui est vraiment un courant très fort de la simulation numérique. Donc écoutez, merci pour cette introduction. Franck, je te laisse la parole sur d'abord cette étude, et te remercier de l'exclusivité que tu donnes à tous les participants. Alors, je vois qu'ils sont très nombreux ce matin. Donc, une nouvelle fois, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y en a quelques-unes. Donc, je vais essayer de répondre pendant le webinaire, et puis certainement vers la fin. Donc, Franck, est-ce que tu peux donc déjà nous partager cette étude et savoir pourquoi tu l'as faite, et bien sûr les conclusions principales de cette étude? Oui, effectivement, on a regardé, on a observé pendant cette dernière année, on va dire, une course à la digitalisation des interactions, hein. C'est vrai que je pense que le réflexe de beaucoup d'acteurs de la santé a été de garder le contact avec des professionnels de santé dont la bande passante et le temps disponible a chuté, hein, surtout à l'hôpital, hein. Donc, on a bien vu que c'était compliqué, et on a vu émerger parallèlement toujours plus de recours à l'information des médecins, que ce soit sur les plateformes éditoriales, ce que j'appelle les Medflix, mais aussi les plateformes de formation de pair à pair, hein. On a vu des très belles stats côté Invivox, etc. Donc, on voit bien aujourd'hui que les médecins ont réemployé leur temps pour se former, pour s'informer pendant cette période, et surtout par rapport aussi aux problématiques médicales qu'ils ont rencontrées très fortement cette année. Et c'est vrai que les laboratoires ont aussi donc continué à digitaliser leur contenu habituel, mais ont vu que
leur contenu habituel ne rentre pas forcément dans le domaine, la sphère d'intérêt, la sphère d'utilité des professionnels de santé, et donc se sont interrogés, on avait souvent ces questions, se sont interrogés sur est-ce que j'ai le bon contenu au bon moment avec le bon canal, hein, c'est ça, et donc on a eu cette notion d'importance du contenu qui est apparue, avec des disparités de compagnie à d'autres. Et donc, on a réalisé un baromètre que vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux, où on a eu les réponses de 17 acteurs de la pharma, donc il y a 15 labos et 2 autres acteurs, et qui ont répondu. Et je vais partager avec vous en exclusivité, mais on va tout diffuser sur les réseaux à partir de la semaine prochaine. Et donc, si vous pouvez passer à quelques extraits. Donc, déjà, dire que par rapport à ces crises sanitaires, le digital, le numérique, les approuves d'email, les visites à distance, les webinaires, tout ça a permis de compenser seulement partiellement l'activité que les laboratoires avaient, avec une légère chute, hein, on va dire, de l'activité par rapport à ce que les laboratoires avaient en ville, mais une chute plus importante de l'activité à l'hôpital du fait de la sanctuarisation de certaines professions, voire de certains établissements. Et ce qui a été important, c'est que dans ces derniers mois, les laboratoires ont vraiment appris à mieux maîtriser les outils, mais aussi à mieux essayer d'adapter les contenus, de les numériser pour pouvoir les utiliser. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce qui a permis de développer, c'est aussi les actions managériales. On voit qu'il y a eu un virage pris par les directions, hein, de dire, voilà, il faut vraiment qu'on accélère, il faut vraiment qu'on change nos modèles d'interaction, parce que quoi qu'on revienne vers ce qu'on avait avant, avant la crise, tout ne redeviendra pas totalement comme avant. Donc, il faut vraiment s'organiser pour être capable d'avoir une palette d'outils augmentée par rapport à ça. Bien évidemment, la formation des professionnels de la pharma a été importante pendant cette période-là, et on était bien placés pour le voir. Après, next. On voit dans les contenus, ce qui est sorti aussi, c'est que c'est principalement du texte qui a été mis en avant. Donc, c'est-à-dire qu'on a des approuves d'email qui ont été très largement diffusées, hein, c'est vraiment le canal le plus utilisé. Mais on voit aussi émerger ces nouveaux moyens de communication, ces nouveaux formes de contenu, notamment la vidéo, hein. On avait prédit que la vidéo viendrait suppléter le texte cette année dans le monde de la consommation. Ça a été le cas l'année dernière, mais en tout cas, dans la santé, on voit que la vidéo, les cas cliniques animés, les interviews, les vignettes vidéo d'experts sont des choses qui marchent bien et qui ont fortement augmenté. Puis, les podcasts arrivent avec des très gros succès, hein. On a pu faire un podcast pour un laboratoire. On a vu que le taux d'ouverture des approuves d'email avec le podcast était 20-30% plus élevé que celui d'un email de texte. Donc, on voit bien que ce qu'on appelle le snack content, le facile à consommer, le facile à utiliser, c'est-à-dire à lire et à intégrer, est important. Autre point, c'est le mix, hein. On voit que c'est assez partagé dans les laboratoires, mais on a des laboratoires qui ont fait le parti pris d'aller sur ce qu'on appelle le unbranded, c'est-à-dire sur des contenus, parce que leur priorité, c'est de retrouver, de re-rencontrer les centres d'intérêt de leurs professionnels de santé, de leurs clients, et notamment d'être utiles à leurs besoins. Et mettant parfois le produit en deuxième ligne, mais toujours en présentant les produits, alors que d'autres laboratoires ont préféré rester dans une dynamique seulement produit. Mais on voit bien que ce qui devient important dans cette nouvelle course à l'audience, hein, sur des professionnels qui ont moins de temps, c'est vraiment d'obtenir du temps disponible, du temps utile avec le professionnel. Et c'est vrai que là, le contenu devient important. Et c'est là qu'on voit que le contenu, très souvent, il a été adapté, copié-collé. Vous voyez, par exemple, sur cette slide, hein, beaucoup de contenus ont été copié-collés de ce que le laboratoire avait déjà fait. Mais tout ce qui peut être nature de revisiter, réinventer, redimensionner, mettre dans de nouveaux formats les contenus existants, commence, mais n'a pas encore été complètement assimilé. Et puis, autre chose, hein, c'est est-ce que les laboratoires se sont organisés pour optimiser le contenu? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, à la question, avez-vous mis un nouveau process de création, de production, quelque chose qui est contextuel, flexible, agile? Et là, la réponse est majoritairement non. On a toujours cette séquence marketing, médical, réglementaire, hein, qui est aujourd'hui toujours constatée, alors qu'on a vu certains s'organiser en team médico-marketing réglementaire, ou marketing médico-réglementaire, mettre tous les sens. Mais en tout cas, des équipes qui éditent, qui agissent comme un comité éditorial et qui permettent de projeter un sujet, un contenu,
un canal, un format, voire travailler avec des partenaires comme Sim4Health, Invivox, etc., enfin, des acteurs en présent, mais en tout cas qui se projettent ensemble sur une façon d'obtenir une nouvelle audience. Voilà. Très clairement, tout le monde a la question, pensez-vous que demain, la Content Factory, qui est un terme plutôt un état d'esprit qu'une usine, pensez-vous que demain, le contenu est important? Vous avez 70% des gens qui disent le content is king. C'est-à-dire qu'on pense que très clairement, le contenu demain fera la différence, la façon d'opérer ce contenu aussi. Donc, on voit bien que ça devient essentiel, majeur pour demain, garder une course à l'audience aujourd'hui. Et pour terminer, là, si on demandait les facteurs clés de succès demain pour accompagner les transitions, très clairement, bon, il faudra que ce contenu réponde aux besoins des problèmes de santé avec qui vous travaillez, avoir tout un process de production, de validation hyper flexible et rapide. Le contenu, il y a votre agenda à vous, laboratoire, mais il y a aussi l'agenda des problèmes de santé et il y a aussi les contextes des problèmes de santé. Par exemple, je vois les laboratoires faire des campagnes en janvier, en mai, en septembre. Peut-être que demain, le nouvel agenda, c'est le congrès d'urologie du mois de mars avec une breakthrough session qui va annoncer un nouveau résultat. Peut-être que c'est une annonce majeure dans un traitement contre le Covid en réanimation. En fait, l'agenda, c'est l'agenda de l'information scientifique, des progrès scientifiques. Et c'est ça qui nécessite de revisiter la flexibilité de production des contenus. La liberté de création, évidemment, est-ce que je peux faire de l'unbranded, est-ce que je peux faire de l'environnement versus du produit? Ça, c'est une grosse question. Et puis les formats, snack, c'est-à-dire, alors snack, c'est les modes de consommation actuels, surtout des jeunes générations. C'est rapide, portable, assimilable très rapidement. Ludique, on parle beaucoup de gamification aussi aujourd'hui dans la façon d'apprendre. C'est important. Et puis aussi, le budget, ça n'est pas... Voilà, ça engage de nouveaux moyens, ça c'est clair. Donc voilà pour partager en avant-première une étude c'est un extrait, il y a beaucoup plus de choses dans la publication, mais ça vous l'aurez dès lundi sur les réseaux sociaux. Franck, un grand merci pour d'abord ce travail de synthèse et qui va quand même permettre d'alimenter notre débat. Donc, peut-être assez naturellement, poser la question à Véronique et Nathalie sur un peu ce retour, puisque vous êtes acteurs du côté médical, mais également aussi du côté laboratoire. Quelles sont votre analyse par rapport à ce qui a été... Pardon, excusez-moi, j'ai éteint. Je vois que vous avez déjà des appels extérieurs pour vous demander votre avis. Donc Non, oui. Nathalie, vas-y. Je peux prendre. Merci Véronique. Non, je trouve que cette étude, Franck, merci beaucoup. Enfin, elle est super intéressante et on aurait pu s'attendre à des choses un peu plates parce que c'est vrai que finalement, ça fait quand même 1 an qu'on parle de cette crise du Covid et de la manière dont il faut essayer de garder le contact avec le client. Et avec les médecins et les soignants en général. Et je trouve que cette étude, elle a été super bien conçue parce qu'elle met vraiment en avant des choses super pertinentes. Moi, alors, si tu me permets, Jérôme, moi, j'ai noté 2-3 mots sur lesquels, qui sont importants et sur lesquels on ne va pas évidemment tout solutionner pendant 1 heure, mais sur lesquels il faudra évidemment se revoir et se repencher plus tard. C'est d'abord, premier terme qui me paraît essentiel, c'est l'étude montre, c'est que ça n'a remplacé que partiellement. Voilà, les outils à distance, ça n'a remplacé que partiellement. Et je trouve que c'est je trouve que là on est dans un effet de balancier, certes, mais qu'il va falloir de toute façon réfléchir très vite, mais dès maintenant, surtout un mode d'interaction qui sera hybride. On reviendra, tu l'as dit Franck, on ne reviendra plus jamais comme avant, ça moi j'en suis convaincue, mais c'est pas vrai, on va pas passer au tout digital, on va pas passer au tout à distance. Donc voilà, le partiellement est pour moi super important et je pense qu'on y reviendra avec Véronique parce que voilà, il va falloir quand même qu'on se réinvente, nous, les médico-marketeurs, autour d'un plan, si je puis dire, d'une stratégie hybride. Le deuxième point, Franck, de l'étude, moi, qui m'a marqué, c'est le rôle du manager, le rôle du management. Évidemment que c'est quelque chose où ça veut dire que ça doit être ancré dans la culture de l'entreprise. Ça ne s'improvise pas. Si on veut que ça marche, il faut que ça soit... il faut que ça soit très top-down et c'est pas du tout
Et ce n'est pas du tout caricatural. Hein. Là, je ne suis pas dans le monde d'avant, de la hiérarchie. Non, ça doit s'inscrire vraiment dans quelque chose de très culturel. Il faut que l'ADN de la communication des industries change. Et il faut que les managers, si les managers ne sont pas convaincus de ça, si les managers ne sont pas convaincus qu'on doit changer notre modèle, eh bien, en tout cas, on n'y arrivera pas tous ensemble ou certains seront mis de côté, ça c'est évident. Tu as parlé beaucoup d'utilité, Franck. Moi, je pense que c'est presque dommage de se poser cette question parce qu'on vient de traverser une crise. Ça fait déjà des années qu'on aurait dû certainement repenser ce modèle de promotion. Moi, ça fait très longtemps que je suis convaincue, j'ai eu l'occasion déjà de m'en exprimer, c'est que ça fait très longtemps qu'on doit proposer des solutions de santé, on doit aller bien au-delà que de la simple promotion du médicament. Donc, on fait partie d'un écosystème et on doit être à la hauteur de cet écosystème, on doit être à la hauteur de cette mission de santé. Et enfin, Franck, et après je laisserai la parole à Véronique, et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de travail, mais j'espère qu'on se reverra là-dessus, c'est qu'il faut adapter nos process. Franck l'a dit, c'est flexibilité, réactivité. Si on veut être cohérent par rapport à notre démarche de virage, de santé numérique, de coller au plus proche des besoins des médecins, faire de la formation pour les internes, il ne faut pas qu'on mette au point des programmes en 1 an ou 18 mois. Ça veut dire qu'il y a plein de choses à revisiter, c'est-à-dire qu'il y a tout le cadre, peut-être, tant pis, c'est peut-être un gros chantier, mais il faut l'adresser. Il faut certainement revoir le cadre juridique et le cadre réglementaire pour que sinon c'est pas possible. On va échouer sinon. C'est sûr qu'on va. Nathalie, c'est exactement je dirais l'ambition en fait de ce webinaire, mais comme tu l'as dit, ça sera quelque chose qui va bien sûr continuer par la suite, et on va en parler à la fin du webinaire, et je pense qu'il y aura pas mal de questions de la part de l'ensemble des participants. C'est essayer de revoir comment, voilà, de manière un peu globale, mais aussi très spécifique sur notamment cette partie formation et information, quels sont peut-être des nouveaux modèles, et ça, on va continuer à en parler. Donc, merci pour ce point, Nathalie. Véronique, est-ce que de votre côté, d'un point de vue médecin, voilà, quel est votre retour? Et comme en plus j'ai vu d'autres slides de Franck, je vais faire un petit peu le côté teasing de cette présentation de ce travail extraordinaire. C'est qu'effectivement, on le voit, le médical est justement repositionné. Et je pense que finalement, un des extrêmement bons côtés, il faut regarder les bons côtés des choses, même quand c'est problématique comme la pandémie qu'on est en train de traverser. Finalement, ça a redéployé les cartes. Et finalement, certains acteurs, comme les équipes médicales qui avaient été un peu délaissées, voire là, le médical, la science, le contenu, qui est donc scientifique au départ, est au cœur et intégré dans les équipes. Donc, je pense qu'effectivement, et vous le verrez dans les autres slides qui seront présentés dans le rapport. Là, ce n'était pas le sujet, mais je pense que ça, c'est important de le souligner. Merci Véronique pour ce point, et la prise de parole que vous venez de faire ainsi que celle de Nathalie, elle est très en lien avec ce sujet qui nous tient à cœur depuis pas mal d'années. J'ai évoqué le terme d'éthique en début de ce webinaire. On sait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de besoins, notamment qui ont été exprimés par Franck sur cette notion aussi d'apporter du contenu scientifique de qualité, notamment peut-être sur des fois des nouvelles molécules ou des nouveaux traitements sur lesquels il faut donc pouvoir informer. Et donc, on s'est posé la question notamment sur la place que les acteurs industriels pouvaient avoir dans cette chaîne de valeur pour répondre à ces besoins. Et là, ce qu'on aimerait peut-être mettre en évidence, je l'ai évoqué au tout début de cette rencontre, ça fait maintenant plusieurs années que nous collaborons avec Ferring, et on avait souhaité en fait mettre en avant ce projet parce qu'il répond exactement à tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire des notions très fortes de co-conception avec des professionnels de santé, d'avoir un autre rôle sur l'apport. Et puis, Nathalie, je vais te laisser également donner un peu le retour en fait des professionnels de santé par rapport à cette démarche, cette initiative, et surtout, quel est l'apport pour l'ensemble des acteurs qui ont contribué à ce programme. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ce programme
Oui, bien sûr, merci, merci Jérôme. Je vais essayer d'être assez synthétique puisque c'est pas l'enjeu, on va dire, du webinaire, mais c'est vrai que alors alors déjà c'est parce que on n'a pas voulu faire chez Fering, et c'est vrai que je le répète tout le temps, mais parce que je trouve que c'est super important. On n'a pas voulu faire de la e-santé pour faire de la e-santé ou la simulation numérique pour la simulation numérique. Ça, c'est pas vrai, c'est pareil, ça ne marche pas. C'est parce qu'on était convaincus qu'il fallait aller au-delà de la simple promotion, je l'ai déjà dit, de nos médicaments, et que moi, ça me tenait à cœur d'engager les équipes, et tu as raison Véronique, à la fois médical, marketing et bien sûr les commerciaux, autour vraiment d'une approche beaucoup plus intégrée, beaucoup plus globale. Comment faire pour apporter une vraie solution de santé au cœur duquel, évidemment, est le médicament, mais c'est trop réducteur aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que pareil, tu l'as rappelé, Jérôme, l'HAS a un des principes fondateurs de la formation qui se cherche. Hein. Je pense que Véronique l'a dit. Véronique est revenue sur les définitions entre information et formation. La formation accréditante, validante, on sait que c'est quelque chose qui a quand même qui a un peu souffert. On s'est souvent interrogé sur le rôle des industriels. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Finalement, on n'y va pas. Bon, voilà. Il n'empêche que, heureusement que voilà, certains malgré tout, tentent des actions. Et nous, on a voulu donc proposer un casque virtuel. Alors, donc, comme je l'ai dit, je travaille dans la gynécologie, en particulier dans la médecine de la reproduction. Pour que vous compreniez rapidement, en fait, donc, la médecine de la reproduction, vraiment les principes fondateurs ça tourne essentiellement sur 3 gestes techniques. Et on s'est dit, voilà, moi, si je veux, il y avait un principe aussi directeur de la chaise qui était jamais la première fois sur le patient. Ça, c'est quelque chose pareil qui me parle et que j'espère transmettre aux équipes. Jamais la première fois sur le patient. Et s'il y a bien une mission que l'industrie doit rendre aux soignants, c'est bien ça. C'est comment faire pour que justement les internes et les jeunes médecins n'opèrent pas, ne pratiquent pas la première fois sur le patient. Et donc, on a fait donc 3 casques qui reproduisent les trois gestes techniques, donc ponction, ICSI et transfert embryonnaire. Donc, on a, grâce à un simulateur virtuel, on a reproduit en conditions réelles ces gestes techniques. Et bien entendu, ça ne marche pas. Alors, j'ai parlé des équipes médicales chez Fering, mais on s'est surtout rapproché d'une équipe médicale et notamment donc à Cochin, pas notamment, c'est un programme qui a été construit en partenariat, co-construit avec Cochin et notamment donc l'équipe du professeur Sontouli. Et c'est vrai que voilà, grâce à eux, je trouve qu'on a vraiment réalisé un super programme. Et on a eu, donc ça fait la 2e année que ce programme a été proposé au DU justement de Cochin. Et voilà, et on a reçu des mails de remerciements qui sont extrêmement satisfaisants et qui remettent beaucoup de sens dans ce que l'on fait, dans ce que l'on propose. Puisque voilà, on le sait aussi que les formations des internes et les formations des jeunes médecins passent aussi par la simulation, et c'est un module qui est obligatoire. Et je pense qu'on y reviendra peut-être. On se pose aussi la question, ok, c'est obligatoire, mais qui finance aussi je sais que SimForest, vous travaillez beaucoup pour les hôpitaux, c'est bien, mais qui finance aussi ces simulateurs? Donc voilà. Donc on a essayé que ça fasse du sens un petit peu pour tout le monde, bien évidemment pour nous Fering, et c'est surtout voilà, on voulait accompagner ces jeunes médecins de la reproduction sur ces gestes techniques qui sont évidemment extrêmement importants. Merci Nathalie pour ce retour d'expérience, et on voit bien à l'écran le travail de co-conception que tu as souligné et qui est vraiment essentiel pour nous. Donc je voulais aussi remercier mon équipe, et notamment Olivier Garnietti qui est le vice-président de la société et qui est le directeur technique de l'entreprise et qui donc coordonne l'ensemble de ces projets. Et tu l'as mis en évidence quand j'avais parlé notamment du projet que nous avions fait pour la partie Covid-19. Le rôle, je dirais, des acteurs du système de santé. J'ai notamment, vous l'avez vu sur la slide, cité la coalition Innovation Santé qui réunissait des acteurs de la PHP, BPI France, des industriels de santé pour essayer d'imaginer comment on va
bien assurer une diffusion en fait de ces contenus. Et dans le cas présent, donc là c'était Viatris et Pfizer qui ont donc accompagné cette diffusion auprès des pôles de santé. Donc c'est aussi un des éléments, je dirais, de débat hein, qu'on va certainement avoir dans quelques minutes sur la place que doivent jouer le rôle des industries de santé dans cette besoin essentiel, et bien sûr, de formation, comme on l'a évoqué. Donc, un grand merci pour cette présentation. Alors, on va tenir le timing, mais je sais que dans les demandes qu'on a pu avoir sur le projet, puis après, je laisserai bien sûr le docteur Narboni nous donner un peu son retour en termes d'usage, mais c'est que les cas d'usage, on nous a dit, mais OK, mais la simulation numérique, et Nathalie, tu l'as parfaitement évoqué, on fait de la simulation numérique pour la partie technologique, ça doit répondre à un besoin. Et ces cas d'usage, aujourd'hui, eh bien, il y a le monde d'avant, comme je l'évoquais au début du webinaire, hein, donc cette partie présentielle, on peut le voir dans le cadre de symposiums, de congrès, mais également aussi d'éducation et d'enseignement post-universitaire, le fameux EPU qu'on peut voir notamment sur la deuxième photo à gauche, voir les staffs, les réunions scientifiques. Aujourd'hui, il y a ces deux éléments hein, qui sont importants, qui est l'évolution, on va dire, conjoncturelle avec la crise de la Covid-19 qui a demandé à avoir cette partie distancielle. Et nous, clairement, le fait de pouvoir discuter dans le cadre d'une réunion scientifique, et bien sur, par exemple, une situation clinique particulière, c'est le but de ces usages pour permettre une autre interaction. On est à distance, c'est complexe. On peut être aussi en présentiel. Comment on peut, avec les outils numériques, avec cette démarche de simulation, où, tu l'as dit, Franck, tu as parlé de notion de gamification, on a aussi cette notion d'être acteur. Et je pense que ça, c'est un élément essentiel qui dépasse même le cadre de la santé, c'est de dire je veux maintenant interagir, je ne souhaite pas avoir quelque chose de descendant, mais de permettre une interaction avec mes pairs, pouvoir aussi créer le débat. Et c'est souvent peut-être une inquiétude ou une objection qui peut être donnée, c'est de dire mais est-ce que les gens vont être uniquement sur cette partie numérique? Or, les retours que nous avons, c'est à peu près 70% du temps, il est dédié à l'échange. À l'échange, comme vous pouvez le voir à l'écran ici, sur la formation qu'on a pu faire in situ dans les hôpitaux, dans le cadre du projet de la Covid-19, comme je l'ai évoqué. Hein. Donc, vous voyez, vous réunissez ces différentes personnes où, au final, il y a de l'échange, il y a du débat. Et c'est cette notion qui nous anime, nous, chez Sim4Health, d'essayer de travailler sur des contenus scientifiques extrêmement à valeur ajoutée, comme tu l'as souligné, Franck, dans l'attente des points de santé, pour permettre ce débat et ces échanges, et qui permettent de mettre en valeur les acteurs qui ont conçu et notamment construit ces différents contenus. Vous avez également la possibilité de faire, dans le cas des EPU, où là, on va pouvoir là aussi mettre à contribution l'ensemble des acteurs. Et donc, il faut mettre en évidence, vous le voyez sur la slide, que chaque participant, il n'y a pas que l'orateur, il n'y a pas que, tu l'as dit, Franck, dans le cadre, par exemple, de webinaire où on va avoir une intervention d'un expert, on peut intégrer ce type de module qui va permettre d'avoir une plus forte interactivité, où chacun va avoir accès au simulateur, comme vous le voyez sur l'écran. Donc, on a bien sûr une impulsion technologique, comme vous avez pu voir dans la simulation numérique, mais le plus important, c'est le contenu médical, le contenu scientifique, l'objectif qui s'inscrit dans le parcours de soins et bien sûr, in fine, pour une meilleure prise en charge du patient, comme on l'a évoqué au tout début. Puis je finirai juste un point qui est important. Vous le voyez, c'est le simulateur reste disponible après la séance, notamment cette notion de débriefing. Et le débriefing, c'est un peu ce qu'on fait presque ce matin. C'est-à-dire il y a une thématique, là c'est une thématique scientifique, médicale, comment on va pouvoir débriefer sur cette prise en charge. Dans le cadre de la Covid-19, un des retours qu'on a pu avoir, c'est grâce au simulateur, j'aurai peut-être maintenant une prise en charge un peu différente et qui va m'aider dans ma pratique clinique. Voilà un intérêt. Et puis, on peut continuer l'expérience, comme vous avez pu voir au tout début, sur la partie Sim4Health. Alors, pour laisser le temps sur l'échange également, juste dans le cadre de ce webinaire, on parle d'interactivité. On va, donc Victoire, que je remercie aussi pour l'organisation de ce support, va nous publier donc, un sondage sur est-ce que vous pensez, alors, en ayant vu quelques éléments, alors on a peu de temps, on a moins d'une heure pour évoquer tous ces sujets, mais savoir si est-ce que ça répond à cette problématique de formation, est-ce que cette simulation numérique peut être intéressante pour vous. Je vous laisse bien sûr y répondre. Et pendant ce temps-là, peut-être laisser déjà une première partie du débat avec vous en tant qu'intervenant.
Nathalie, tu as décrit un projet qui est passionnant et qui montre aussi qu'on peut peut-être concevoir différent. Alors, c'est quoi cette approche peut-être plus efficace dans la conception et quel pourrait être l'objectif commun partagé avec les acteurs du monde industriel et peut-être aussi de l'ensemble des autres acteurs qui composent le système de santé. Donc, Véronique, je vous laisse peut-être commencer à répondre sur ce point. Oui, moi je voulais déjà juste m'arrêter un petit peu sur la présentation précédente de tout ce qui peut exister en termes finalement d'entraînement et revenir sur le fait que la pandémie a changé aussi les médecins fondamentalement parce que la téléconsultation a pris un essor fou et ça se verra aussi dans les différents rapports, ce qui fait que la relation à travers un écran est devenue habituelle. Et finalement, dans l'entraînement, que le patient soit un vrai patient ou finalement un avatar de patient n'est plus du tout un problème parce qu'on vit en permanence dans ces téléconsultations. Le patient est complètement habitué à se connecter avec le médecin. Et donc là, je pense que ça, c'est un point important, c'est qu'on a totalement intégré dans la consultation et même dans l'acte le fait d'être en distanciel. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point sur lequel je voulais revenir, parce que c'est vraiment le point qu'on a évoqué à travers l'équipe, c'est finalement cet objectif commun partagé. Dans l'équipe, il apparaît dès le départ, dès la conception de quelque projet que ce soit, pour justement mettre les points de vue et les perspectives de chacun, quelles soient les perspectives réglementaires, mais c'est hyper important de le faire ensemble et non pas de le faire de façon silo et avec une espèce de chronologie. C'est en travaillant ensemble que probablement on aura une meilleure efficacité. Très bien. Écoutez, merci Véronique pour ce retour. Est-ce que Nathalie, avant qu'on laisse peut-être le débat avec l'ensemble des participants, donc 30 secondes pour aller dans le sens de Véronique. Alors moi, je suis toujours un peu, pas surprise, mais c'est vrai que presque un peu triste d'entendre que, et je sais que ça existe. Alors je dis pas que chez nous on fait tout de façon tout parfait, hein, mais c'est vrai que voilà, si on a encore une fois, c'est pas la crise du Covid qui aurait dû nous faire travailler de façon intégrée, hein. C'est depuis, je veux dire, c'est depuis mais des dizaines d'années où on propose quelque chose effectivement, on a un objectif commun partagé entre le médical, le marketing, évidemment le réglementaire, et puis les commerciaux. Faut pas oublier notre objectif premier qui est tout à fait noble, hein. C'est les commerciaux, ils font de l'information médicale, hein, je vous rappelle. Donc, ils sont évidemment complètement intégrés dans cet objectif commun partagé. Et donc, c'est évident qu'il faut se mettre autour de la table, mais au tout début, quand on a un embryon d'idées, hein, quand on a, et même avant d'avoir un embryon d'idées, hein, peut-être c'est ce qu'on ne fait pas assez, ça, je suis d'accord avec toi, Véronique. C'est des grands mots, mais ça doit être quand même le fil conducteur. C'est quoi notre objectif, c'est quoi notre vision, c'est quoi notre stratégie, hein. Et ça, on doit la penser ensemble avec le médical, et évidemment le marketing et puis la direction générale. Et aujourd'hui, la vision de qu'est-ce qu'on a envie de dire, comment on a envie d'accompagner les professionnels de santé, hein, le monde de la santé en général, d'être évidemment co-conçu, hein, mais au plus haut niveau, d'accord, au plus haut niveau. C'est là, il doit être donné par quasi la direction générale. C'est en termes de contenu, qu'est-ce qu'on veut faire. C'est quoi notre identité demain sur le marché de la santé en France? On doit tous se poser cette question. Et je pense qu'après, les idées, finalement, elles viendront d'elles-mêmes, hein, parce qu'on le voit, Jérôme. Il y a un champ des possibles qui est gigantesque. On n'a évidemment pas tout exploré, hein, et c'est gigantesque. Donc, il faut en revanche, ça va demander un peu de travail, ça va demander un petit peu qu'on se réorganise, qu'on se reprogramme, qu'on change un peu de mindset, mais c'est fondamental, c'est obligatoire. Oui, et puis Nathalie, tu viens de souligner un élément essentiel, hein, qui est aussi l'engagement de l'ensemble de l'entreprise
et qui vient aussi par une impulsion qui peut être bien sûr faite au niveau des comités de direction pour impulser cette partie également transformation qu'on a mis également. Donc il est 10h19. Je sais que c'est important de tenir le timing et surtout d'avoir également la possibilité de pouvoir interagir. Donc vous étiez très nombreux ce matin, plus de 450 personnes avaient été inscrites pour participer. Donc vous avez des questions-réponses qui sont présentes. En préparant cette action de webinaire, on avait eu l'idée, et je remercie une nouvelle fois Véronique et Nathalie et Franck pour cette initiative. Donc, ça vous montre aussi que, vous voyez, à notre échelle, on a réuni quelques acteurs très motivés. Ça a permis de générer des idées. Et donc, si vous souhaitez travailler sur cette thématique-là, on sera vraiment ravis, en sachant qu'au niveau des statistiques, vous dire qu'on a dépassé les 80,1% pour l'intérêt de la simulation. Donc, ça montre bien que ces nouveaux outils peuvent être pertinents. Donc, en conclusion, pour permettre bien sûr maintenant l'échange, c'est vraiment le but de cette matinée. Vous retenir, on sait très bien qu'il faut donc communiquer différemment. Je pense que tu l'as parfaitement dit, Franck, dans l'intervention, mais aussi un nouveau modèle qu'a souligné avec beaucoup de justesse Véronique et Nathalie, mais aussi, et on l'a vu, et nous, c'est ce qui nous tient également à cœur, un contenu médical de grande qualité, une approche donc innovante et qui évite aussi un peu cet aspect, tu évoquais la partie gamification et d'être acteur, Franck, il faut aussi éviter un peu l'effet boring, comme on l'évoque, c'est-à-dire l'effet un peu zoom fatigue, d'avoir des choses qui ne sont pas assez interactives. Et ça, je pense, c'est un élément qui est important, donc de pouvoir rentrer dans ce cadre-là. Et puis, si on prend vraiment cette hauteur par rapport à bien tout ce qu'on a voulu travailler et échanger avec vous ce matin, c'est vraiment, on est persuadé qu'il faut réinvestir cette mission de santé, bien sûr, en plaçant le patient au cœur. Alors, c'est vrai, c'est souvent dit, mais je pense que nous, c'est vraiment un des axes qu'on estime important dans ces actes de formation, c'est améliorer cette prise en charge au cœur des échanges. Et c'est une des premières questions, je crois, qui a été posée en disant, est-ce que vous travaillez des associations de patients? Oui, c'est le cas. Alors, c'est souvent avec nos partenaires, mais on intègre également les associations de patients pour pouvoir mettre en place ce type d'outils. Donc, on est arrivé à la phase des questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser les questions et réponses qui ont été publiées sur le site. Est-ce que, Franck, en commençant les premières questions, tu avais peut-être toi une remarque sur ce qui vient d'être dit sur l'évolution, notamment des laboratoires par rapport à ces outils de formation qu'on vient de souligner? Moi, je voudrais juste aussi rappeler qu'en 2018-2019, il y avait des études de marché, dont certaines étaient organisées par la FNIM. Vous connaissez la Fédération nationale d'information médicale, dans laquelle regroupe des labos, des agences de publication. Et déjà, les médecins, bien avant la crise sanitaire, les jeunes générations de médecins avaient marqué une différence franche dans les modes d'information et de formation scientifique. Très clairement, il y avait pas forcément un grand rapport à l'industrie, mais plutôt une défiance, c'est certainement par méconnaissance ou par manque de relations. Mais en tout cas, on voyait déjà la jeune génération que moi j'avais qualifiée dans les présentations que je faisais en 2018, après la patent cliff, la customer cliff, c'est-à-dire que les laboratoires finalement ne sont pas complètement prêts à toute cette nouvelle génération qui va arriver, qui tous les ans est un peu plus vieille aussi, et qui continue d'avoir ces réflexes d'information et de formation, et qui utilise avec d'autres supports ce genre d'outils numériques. Et la deuxième chose, c'est la question de la légitimité de la pharma à travailler sur ces questions d'information-formation. On a vu quand même depuis quelques années, et j'en faisais partie, une restriction, un peu un renfermement sur le produit, sur le fait qu'on ne doit pas s'écarter des domaines de légitimité. Mais je pense que de plus en plus, on est sur des produits de plus en plus complexes, des produits de spécialité de plus en plus aboutis. Et ça ne peut pas s'envisager sans une parfaite connaissance du parcours patient, des interactions, des points d'action des médecins sur ces parcours-là et la manière aussi à la pharma d'aller plus loin dans sa proposition de valeur sur ce qu'elle peut apporter en matière de co-construction, mais aussi ce qu'elle peut apporter en matière de solution. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur forcément une pile, mais on va être sur une solution qui va intégrer peut-être de la détection, de la data, des outils de suivi du patient. Et donc, on voit quand même maintenant beaucoup d'organisations dans le laboratoire, la direction du parcours patient,
la direction, voilà. Donc, tous ces gens-là doivent parler entre eux maintenant pour voir comment ça se transforme en proposition de valeur très clairement dans les prochaines années. Très bien, très bien. Mais alors, peut-être, alors forcément, on va essayer de tenir le timing. On vous avait dit aux alentours de 10h30, donc on va bien sûr essayer de répondre à un maximum de questions. Si ce n'est pas le cas et que votre question qui a été posée n'est pas actuellement traitée, bien sûr, on continuera avec vous de manière plus personnalisée. Il y a une question qui est importante, qui est estimez-vous réaliste de faire 90% de distanciel et 10% de présentiel? Alors, je présume dans l'avenir proche. Quel est votre retour sur cette notion d'hybridation? Je crois que je l'ai vu dans les questions aussi. Est-ce que ça sera du 90-10? Est-ce que ce sera différent? Je veux bien commencer à répondre. Non, moi, je pense que c'est pas. Enfin, alors, c'est pas réaliste. Et alors après, ça n'engage que moi. C'est presque pas souhaitable. D'accord. Tout à l'heure, j'ai parlé d'effet balancier. De balancier, c'est pas vrai. On va pas passer d'un modèle 100% face-face à 100% en distanciel. C'est pas vrai. Donc, il faut trouver un juste. En revanche, et puis Franck l'a très très bien dit. Hein, finalement, c'est pas à nous d'inventer ce nouveau modèle, c'est-à-dire de poser un chiffre, ça sera 50-50, 60-40, on ne sait pas. C'est les médecins, c'est l'agenda effectivement scientifique, l'agenda au sens propre des médecins qui va aussi un petit peu nous l'imposer et à nous de rentrer dans cet agenda. Mais non, pas 90-10. En tout cas, je trouve que c'est pas souhaitable. Et pour abonder dans ce sens, on a reçu de la part du Conseil de l'ordre des médecins le fait qu'ils sont en train d'être extrêmement prudents et ils veulent que les médecins qui font de la téléconsultation voient aussi des patients et on ne se retrouve plus avec des médecins qui sont uniquement derrière des écrans. Donc on va bien dans le même sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir d'être en permanence derrière un écran. C'est-à-dire que l'hybridation, c'est justement le juste équilibre entre ce que le distanciel peut permettre et ouvrir dans le champ, et c'est ce que Nathalie, tu disais, c'est-à-dire ouvrir le champ des possibles, être capable de rencontrer un expert qui peut être extrêmement loin, le médecin qui est dans sa campagne peut avoir accès à un expert hospitalo-universitaire ou même étranger. Donc ça, c'est une ouverture du champ des possibles, mais toujours dans le sens de son amélioration face à la relation avec le patient, pour améliorer ses pratiques et donc il faut qu'on ait vraiment ce juste équilibre. Ouais. Alors c'est important ce que vous venez de dire par rapport à l'hybridation. Je vois que Thérèse Lepsuc est présente ce matin, que je salue. Il y a eu un webinaire qui est organisé par Sim4Health sur ce sujet de l'hybridation, avec bien sûr une compréhension assez fine de ces usages en fait, qui doivent se faire en fait, par rapport au bon parcours. Et Franck, tu l'as souligné à un bon moment, c'est partir vraiment de cet agenda, j'aime bien ce terme, qui est le besoin. À un moment, on a besoin de présentiel, à un moment, bien sûr, un aspect distanciel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vous invite à faire. Et ça répond aussi à une autre question. Est-ce que ça concerne également la formation, notamment des futurs infirmiers et même infirmiers tout au long de leur carrière? C'est le cas. Et notamment, le prix qu'on avait évoqué au tout début sur les talents de la e-santé, c'est sur la formation paramédicale et également pour les soins infirmiers. Donc, pour notre conviction, c'est vraiment que ça touche l'ensemble des pôles de santé. Et ce projet-là a été reconnu parce qu'il y a cette démarche de co-conception dans le côté, on va dire, d'imagination. La région Nouvelle-Aquitaine a soutenu et financé le projet. On a eu 40 formateurs qui sont intervenus. Donc, comme l'évoquait Nathalie, ça permet d'avoir une autre façon d'aborder la conception de ces projets. Voilà. Alors, on continue sur les questions de Jean-Luc Stanislas, que je salue également. Est-ce que le management est essentiel pour accompagner cette transformation? Est-ce que le terme formation doit-il changer pour donner une approche plus hybride, plus flexible? Qui peut prendre la réponse? Effectivement, c'est une très bonne question puisque c'est aussi un peu ce qu'on va proposer sans dévoiler la conclusion du webinaire, mais c'est ce qu'on va proposer, c'est-à-dire c'est que tous ensemble, voilà, en tout cas avec différents acteurs et différentes évidemment de représentativité que ce que nous représentons là ce matin, c'est qu'on essaye de réfléchir ensemble à ce qu'on va pouvoir à ce qu'on a envie de proposer demain, hein, et surtout comment faire pour que ça soit acceptable par les autorités. Moi, déjà, je pourrais dire qu'il y a
sur la question du 70-30, du 90-10, moi je dis que partout où je vais aujourd'hui, que je vois des médecins, des labos, il y a une impériosité de tout le monde à se revoir. Donc ça, je pense qu'il n'y a aucun problème avec le face-face. Ça va revenir et ça va redevenir majoritaire le moment venu. Et la visite médicale, je rassure souvent les populations commerciales en disant ça va revenir, mais attention, rien ne redeviendra totalement comme avant. C'est très important de comprendre qu'on est passé effectivement dans un modèle sollicité, plutôt push, plutôt monolithique et massif dans la manière de communiquer, dans la manière d'adresser des populations de médecins, à quelque chose qui va être hybride, personnalisé et probablement un peu plus à la demande. C'est-à-dire qu'on va être sur des choses qui vont être plus co-construites, plus personnalisées. Et donc, ça implique effectivement une revue du modèle du go-to-market. On appelle ça le go-to-market, c'est-à-dire comment on s'adresse aux populations et aussi au degré de légitimité qu'on s'accorde à pouvoir, quand on a des produits dans l'oncologie, à pouvoir parler de tout ce qui touche autour de l'oncologie, que ça relève de la technologie, des patients, de l'accompagnement, etc. Et donc, c'est là que la discussion va être plus compliquée dans certains laboratoires que d'autres. Et c'est là que je pense qu'effectivement, la pharma doit se réinterroger sur c'est quoi ces champs légitimes d'intervention. Voilà. Et ça c'est clé parce que ça veut dire qu'on peut demain revoir ce que peut faire la pharma en matière de formation. Il y a aussi le financement qui est derrière. Toutes ces questions sont à redresser dans les meilleurs délais. Très bien. Je ne vais pas faire de dévoiler les résultats, Nathalie, mais attends-toi à une audience particulièrement importante. Je viens d'avoir les résultats, on va les présenter tout à l'heure. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Une autre question. Alors, merci pour ces passionnants échanges. Écoutez, on est ravis que ça vous plaise. C'était l'objectif. Quelle est la nécessité? Alors ça, cette question est pour Véronique. Quelle est notamment, mais je pense que tout le monde peut y répondre. Quelle est la nécessité et la place de la transversalité des professionnels de santé? Alors, la nécessité et la transversalité. Ouais, la place de la transversalité des professionnels de santé. Alors moi, je pense que à partir du moment où on reprend le parcours de soins, et je pense que ça, c'est peut-être le point clé, on est automatiquement dans une transversalité, puisque le patient va, lors de son parcours de soins, avoir des interactions avec différents professionnels de santé. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut raisonner probablement davantage sur ce parcours de soins que sur un moment donné, donc, quelle est l'interface, parce que c'est extrêmement limité. On a l'avantage d'avoir maintenant des patients qui ont des dossiers médicaux partagés, donc on peut voir et interagir beaucoup plus facilement. Donc moi, je suis vraiment pour que la vision de la prise en charge du patient soit vraiment globale à travers un parcours de soins, et dès lors qu'on parle parcours de soins, on est automatiquement dans la transversalité. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais… Écoutez, n'hésitez pas hein, pour les personnes qui posent directement les questions d'interagir là sur le système. Et c'était par rapport au recueil d'insights. Et je pense que les recueils d'insights, justement, là, nous, les recueils d'insights, c'est justement… avec les interactions avec les médecins, les MSL, ils sont toujours présents pour avoir ces recueils d'insight. Et dans les équipes médicales, c'est super important, ça. Mais alors, c'est important ce que vous venez de dire parce qu'il y a une question qui est passionnante sur le chat. Alors, il y a beaucoup de questions, donc il faut que je remonte pour la retrouver. Mais voilà, qui était sur notamment la sursollicitation au niveau des pôles de santé, qui est bien sûr à corréler avec le manque de temps, parce que voilà, sur une pratique clinique quand même assez important. Voilà, donc comment faire coïncider nos besoins d'interaction en distanciel, hein, comme Franck tu le soulignais, avec nos pôles de santé, et une sursollicitation des laboratoires, et bien sûr cette charge de travail très lourde des professionnels de santé. Sur la partie saturation digitale, hein, on a des benchmarks mondiaux. La France est encore un pays où les professionnels de santé, même si parfois ils peuvent l'exprimer, sont beaucoup moins sollicités numériquement que le sont dans certains pays. Donc, on n'est pas au niveau de saturation digitale comme on peut le penser, notamment sur les emails, par exemple, parce qu'on a des taux d'ouverture qui sont gigantesques dans la pharma. Je crois qu'on est sur des moyennes quand on parle d'approuve d'emails envoyés par le terrain, par les visiteurs médicaux, on est sur des moyennes à 40%, c'est des stades Viva, ça, du CRM Viva. Donc, on est encore sur des taux d'ouverture qui sont assez importants. Donc, ce sont des choses qui sont vues et qui ne sont pas forcément rejetées. Quand il y a une saturation, il y a une chute, très clairement une chute
des ouvertures et voire même des désinscriptions massives. Donc, on n'en est pas là. On arrive quand même à voir. Ce qui est clair, c'est qu'on est dans une nouvelle forme d'audience. Et dans cette audience, vous avez des acteurs externes qui sont ce que j'appelle les Netflix, les plateformes peer-to-peer, qui sont des gens qui sont là et qui proposent des choses extrêmement pertinentes, riches, diverses, etc. Auxquels des displays, par exemple, aussi 360 Médix, Ad4Health, donc qui sont des nouveaux outils des médecins, des jeunes générations surtout. Et puis, vous avez dans tout ça, vous avez le temps disponible des médecins, du laboratoire. Et ça, dans le temps disponible, ceux qui vont arriver à gagner du temps disponible, c'est ceux qui vont arriver avec des contenus qui sont utiles pour les médecins. C'est simple, c'est si je suis urologue, que je travaille, je suis passionné de technologie, que je travaille sur des robots, tout ça, et que j'arrive à avoir des choses qui correspondent à mes affinités, mes centres d'intérêt, je vais prendre, parce que forcément, ça m'intéresse. Si je reçois quelqu'un qui vient me présenter quelque chose de très descendant et qu'il a déjà vu 10 fois ou 15 fois, ça marchera moins. Donc, c'est ça, je dirais, la façon de reconfigurer son contenu et son audience, c'est de travailler avec ça. Et puis, ça veut dire aussi qu'il faut avoir des informations, ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance, la pharma a très peu de données et de très peu de connaissances clients, quelque part, à part les choses habituelles qu'on connaît. Mais quand vous regardez comment toutes les autres industries fonctionnent, il y a un moment, il faut connaître et savoir adapter les expériences de ses clients aux interactions et à la connaissance qu'on a avec eux. C'est-à-dire qu'on a aussi amené à projeter une histoire, à construire une relation durable. Très bien. Alors, je voudrais juste rajouter un tout petit point à ce que tu viens de dire. Je suis d'accord, mais moi, ce que je veux rajouter, ce n'est pas très stratégique, hein, mais je trouve que c'est extrêmement important. C'est que ce n'est pas parce qu'on va travailler sur des interactions digitales à distance qu'il faudra perdre la notion de cette, c'est vrai que j'ai déjà dit l'autre jour, la notion de cette relation humaine. D'accord, et le challenge qu'on a tous ensemble sur les solutions que l'on va créer digitales à distance dans un futur proche, c'est qu'il faut absolument qu'on ait en tête qu'on passe tous un bon moment. Autour de ces rendez-vous. Voilà. Alors, c'est pas très stratégique, mais je trouve que c'est fondamental malgré tout pour que ça soit, pour que le succès soit partagé et la satisfaction surtout soit partagée. Et pour abonder dans ton sens, Nathalie, je pense que ce n'est pas parce qu'on est en train d'utiliser des outils numériques qui, pour certains, apparaissent comme des outils froids, qu'on n'est pas au contraire en train de garder cette relation. Et je l'évoquais quand on en parlait l'autre jour. À travers la visite en télémédecine, on retrouve en tant que médecin généraliste ce qu'on avait quand on rentrait chez les gens, parce qu'on est dans leur maison, on voit autour de chez eux et on a cette relation, on rentre dans un intime qu'on n'a pas en cabinet. Donc on est véritablement dans ce côté, c'est pas parce qu'on est avec un outil qui peut paraître froid, qui répond à des algorithmes, qu'on n'a pas besoin d'avoir au cœur cette notion de relation humaine, d'humanité et de chaleur qui peut passer à travers un écran interposé. Complètement d'accord. Merci pour ces compléments. Alors, je vais essayer aussi de traiter les autres points. Et merci Franck, je vois que tu réponds également en parallèle, donc n'hésitez pas. On a une question de Monsieur Bernard Gauthier, que je salue. Bonjour, si tout le monde fait du contenu, comment sortir du lot? Et surtout, quel mode de financement? Alors, quel modèle de financement? Cette question, elle a été posée aussi par d'autres personnes. Donc voilà, c'est la question de la différenciation et du financement. Qui souhaite répondre? La différenciation, c'est très clairement la capacité à mieux connaître et à mieux canaliser l'information qu'on a des problèmes de santé des clients qu'on opère. Hein. Ça veut dire ce qu'on appelle la connaissance client enrichie, c'est voilà, comment je peux adapter au plus près des besoins et du centre d'intérêt, des affinités de mon client, les contenus qui vont lui convenir. Donc ça fait partie du travail d'augmentation de la connaissance client qui, dans la pharma, on va dire, qui n'est pas au top niveau. Hein. C'est très clairement, on est sur des choses basiques depuis des années. Hein. On peut dire que la pharma n'était pas trop confrontée aux mêmes compétition que a pu avoir la FNAC ou d'autres domaines industriels. Hein, voilà, donc ça nécessite de se remettre en cause là-dessus. Et puis, le budget, en fait, les gens qui pensent que le digital, le fait que construire des outils Snack, de mettre des content factory en place, de travailler différemment et d'être plus près, plus personnalisé, c'est un investissement. C'est-à-dire que si vous regardez toutes les grandes histoires des géants du numérique qui ont investi énormément sur la big data, le data-driven, tout ça, ce sont des gens qui ont mis énormément d'argent avant de gagner. Alors, on ne peut pas forcément projeter sur la pharma, mais
il y a un moment, il y a un besoin aussi de parti pris de direction générale, que dire voilà, il y a un investissement pour faire un setup, pour monter en compétences et en propositions sur ces sujets-là. Alors, je vais dire combien, je ne sais pas, mais c'est pas rien. Très bien. Est-ce que, je ne sais pas, Nathalie ou Véronique, sur les aspects de mode de financement et peut-être le rôle de chacun, est-ce que vous avez c'est un double sens, hein. C'est-à-dire il y a effectivement le budget alloué au développement de ces solutions numériques. Donc Franck qui a répondu, voilà, c'est sûr que c'est un coût, hein, surtout si c'est bien conçu et que ça s'adapte parfaitement aux besoins, forcément il y aura un coût. Ça moi, c'est le budget alloué au sein des entreprises du médicament. Après, il y a le problème de financement, hein, et qui n'est pas clair, hein. On en revient au rôle des industriels de santé, hein. C'est-à-dire c'est comment on s'inscrit dans cette démarche, dans cet accompagnement de la formation, de l'entraînement, de l'information médicale. Voilà, c'est deux termes très différents, hein. Et je pense, enfin moi je souhaite, et presque je veux qu'on adresse aussi ce point sur le financement. C'est-à-dire qu'il va falloir un moment qu'on arrête de se dire, d'écarter l'industrie pharma de plein de choses, voilà, déjà de nous écarter de cet écosystème, hein, dans lequel pourtant on fait entièrement, on est partie intégrante puisque la preuve, on délivre des médicaments. Mais il va falloir aussi que les autorités admettent, hein, que l'industrie pharmaceutique puisse financer la formation ou l'information ou l'entraînement, j'aime bien le propos de Véronique, l'entraînement des médecins. Et là, aujourd'hui, on est dans un vide juridique qui est énorme. Alors, Nathalie, c'est très intéressant ce que tu évoques, parce que en plus, c'est peut-être en lien avec le groupe, on va en parler dans quelques secondes, une question aussi qui a été posée, qui est, peut-on penser à l'organisation d'un mécanisme mondial qui assurera la régulation des industries de production des outils numériques de formation des personnels de santé? Donc, une question de Léon Nocolomoni. Je ne voudrais pas écorcher votre nom. Voilà. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir une question un peu de certification, peut-être au niveau un mécanisme mondial. Vous en pensez quoi? Moi, je vais simplement dire, déjà, si on était à un niveau européen, on le voit avec l'Agence du médicament, les structures européennes, puisque les régulations ne sont pas les mêmes à travers les pays. Je pense que l'ambition d'aller sur du mondial pourrait être un vrai casse-tête chinois, parce qu'il va falloir s'adapter aux différentes règles. Et en fait, il faut d'abord penser au plus près et appliquer les règles qui sont propres et la régulation propre au pays. Donc, je pense que là, c'est un petit peu utopique. Il faut quand même essayer d'avoir des choses qui restent dans le champ des possibles. Qu'on puisse travailler sur des développements et des questions ensemble, il n'y a aucun souci, mais il ne faut pas perdre de vue que de toute manière, même si on veut faire évoluer la régulation de chaque pays, on est quand même lié à la régulation de son pays. Très bien. Très, très bien. Je fais peut-être une digression, non pas en termes de questions, en termes de remarques, alors qui a été fait par un spectateur anonyme. Faire du copier-coller d'un contenu papier n'est pas du tout faire du digital. Il faut se réinventer avec d'autres solutions. Donc, je vois voilà, que des participants à ce webinaire vont dans le sens de ce que vous avez dit ce matin. Alors, je regarde les autres questions. Oui, il y a déjà 43, donc on a pas mal débordé, mais je vois que vous êtes encore très nombreux à être présents. Allez, on essaie encore une ou deux questions et puis après, on pourra continuer le débat si vous le souhaitez par mail ou par les réseaux sociaux. Alors, je vois que... alors, Evelyne Kratz, que je salue et que je félicite pour son dynamisme sur les réseaux sociaux pour parler également de ces sujets, notamment de l'e-santé. Comment utiliser donc à bon escient dans la formation et la formation, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, montrer que l'outil le plus accessible aux problèmes de santé et patients et le plus répandu sont les réseaux sociaux qui ne sont pas considérés comme une technologie. Donc, comment les utiliser à bon escient dans la formation et l'information? Très bonne question, Evelyne. Merci. Franck, est-ce que tu veux y répondre? On a vu que notamment sur les réseaux, déjà sur les réseaux professionnels, le réseau professionnel LinkedIn, hein, si vous constatez, énormément de professionnels de santé sont présents sur ce réseau-là. Ça fait partie d'ailleurs des questions que se pose la pharma en matière d'interaction. Est-ce qu'on peut utiliser ou est-ce qu'on peut
voilà, mieux communiquer là-dessus. Mais on voit qu'il y a pas mal aujourd'hui de personnes qui postent des petites vidéos d'acculturation qui sont très bien faites. Hein. J'ai encore une hier sur les digital therapeutics. Donc, vous avez des vidéos d'1 minute 30, des podcasts. Enfin, il y a toute une offre d'acculturation. Alors, ce n'est pas forcément des formations au sens formation certifiée, etc., qu'on connaît bien par ailleurs. Mais en tout cas, il y a, les réseaux sociaux sont une mine d'or en matière de contenu. Il y a énormément de stack content, vidéo, infographie, podcast. Donc, vous retrouvez tout le triptyque qui permet finalement… Et quand vous savez que la plupart… Allez-y, hein, tapez sur LinkedIn chirurgien orthopédique, urologue, et vous regardez, vous allez voir, il y a 6000 personnes qui sont là, qui ont leur CV à jour, etc. Donc, en fait, forcément, les problèmes de santé sont sur LinkedIn et certains postent, certains échangent, certains écoutent, certains regardent. Donc, c'est une réalité. Effectivement, il faut en prendre en compte. Peut-être plus sur les choses professionnelles que TikTok ou Instagram, ou voilà, des choses qui sont un peu plus sur d'autres domaines, ou Facebook, mais même si Facebook aussi peut être utilisé. Je sais qu'il y a des choses sur Facebook, mais en tout cas, pour moi, LinkedIn est aussi un peu la base, le réseau professionnel, on va dire. Oui, et Twitter également. Hein. Ouais, Twitter aussi, ouais. Moi, j'étais vraiment impressionné dans certaines. Tu as parlé de l'oncologie. Il y a quand même des aires thérapeutiques où les acteurs sont très présents avec des communautés, avec des interactions de 4, 5, 6 000 likes sur des posts. Puis vous avez aussi ce qu'on appelle les Digital Opinion Leaders, hein, certains qui étaient des grands leaders internationaux comme Eric Topol, par exemple, qui sont devenus de vrais dolls et donc capables d'avoir un regard critique sur toute la science. Et ce sont des gens qui produisent énormément de contenu voilà, à chaque fois. Très bien. Il est 46, donc on va être respectueux de votre temps. Et donc, ce que je vous propose pour les questions, pour qu'il n'y ait pas bien sûr de frustration par rapport aux questions que vous avez posées, Victoire va vous envoyer certainement dans l'après-midi ou demain le formulaire de satisfaction. Et donc, n'hésitez pas s'il y a des questions sur lesquelles on n'a pas pu y répondre et vous souhaitez bien sûr avoir un retour de la part de Sim4Health ou bien sûr des intervenants, n'hésitez pas. Et donc, vous donnez le retour eh bien, par rapport à l'initiative. Donc, vous voyez l'idée que a pu avoir eh bien, Nathalie, Véronique et Franck. Eh bien, voilà, vous êtes plus de 85% à vouloir participer à ce groupe de travail. Donc, écoutez, merci d'abord pour votre interactivité pendant ce webinaire. Et puis, maintenant, il faut que eh bien, nos intervenants puissent peut-être conclure ce webinaire et peut-être réagir par rapport à cet enthousiasme sur la volonté de continuer cet échange et ce groupe de travail. Nathalie, je te laisse. Moi, je voudrais juste, je sais pas une conclusion, mais rebondir sur ce groupe de travail. Donc, effectivement, 85% sont OK pour adresser tous les points soulevés ce matin. Il va vraiment falloir. Moi, je prends ça très, très au sérieux. Hein. C'est ce que je disais en préambule, c'est qu'on a traversé un truc dingue, extraordinaire, douloureux, etc. On ne peut pas ne rien en faire. C'est pas possible. On ne peut pas reprendre nos vies dans 2-3 mois, même si je suis d'accord avec Franck, on n'ira jamais plus dans le monde d'avant. Mais on ne peut pas faire en sorte que voilà, on reprenne chacun notre modèle un peu classique, un peu plomb-plomb, de la pharma. Il faut absolument qu'on sorte. Alors pourtant, je n'aime pas ce terme-là, mais il faut qu'on sorte de notre zone de confort. Il faut qu'on renverse un petit peu la table pour proposer vraiment des choses, une nouvelle proposition de valeur auprès des soignants. Et donc, oui, à ce groupe de travail, et ça ne suffira pas d'être entre nous, il faudra absolument travailler avec le LEM autour de cette table. Je voulais absolument citer le LEM parce que pour moi, c'est notre syndicat, on ne peut rien faire et tant mieux sans eux. Donc, il faudra absolument vraiment s'organiser et adresser tous nos points au LEM pour qu'ensuite une caisse de résonance un peu plus grande et efficace. Très bien, Nathalie. Merci d'avoir cité également les acteurs qui contribuent. Bien. Est-ce que donc, Véronique et Franck, vous voulez également peut-être donner un mot de… Dans le sens de Nathalie. D'abord, encore une fois, remercier Jérôme et toute l'équipe d'avoir organisé ce webinaire parce qu'on se rend vraiment compte qu'on va être obligé de construire l'ère d'après. Et on ne peut pas, effectivement,
on est encore en train de traverser ces zones de turbulence. On est un petit peu à la fin des zones de turbulence, mais il faut véritablement qu'on profite et qu'on apprenne énormément de tout ce que cette année passée nous a permis de constater, tant dans les forces que dans les faiblesses. Et voilà, donc voilà, je pense que c'est bien qu'on ait 85% des gens donc c'est super, merci. Merci Véronique. Franck? Oui, merci encore Sim Forel, c'est Jérôme et l'équipe pour avoir organisé ce webinaire. Moi, je dirais qu'en fait, c'est une opportunité. Effectivement, on a passé un moment difficile, tout le monde, avec une remise en cause de beaucoup de choses. Nouvelles opportunités. Je crois beaucoup à la relation humaine, à l'interactivité qu'on va tous retrouver. A contrario, effectivement, les outils sont là, l'intérêt de ces outils est là. Et donc, je pense qu'on a, pour pas mal d'industriels, l'occasion de se réinterroger sur le modèle d'interaction, mais aussi, je dirais, de se réinterroger sur la légitimité du champ d'action. Parce que je trouve que on est de moins en moins sur des produits de commodité, que j'appelle produits qui sont maintenant dans l'arsenal thérapeutique depuis des années. On est de plus en plus sur des produits très spécialisés, très compliqués. Il y a énormément de questions de suivi du patient, de détection du patient qui font qu'on ne peut pas rester que dans la sphère produit seul. Il faut forcément étendre le champ d'activité, le champ des possibles. Et là, les technologies peuvent énormément apporter à tout point de vue. Très bien, Franck. Écoutez, un grand merci à vous trois. Vous remercier parce qu'on a passé vraiment un bon moment. Alors, on n'a pas pu tout vous partager, mais on aurait presque pu enregistrer aussi les réunions de préparation qui ont été passionnantes et qui ont demandé beaucoup plus de temps que pour les autres webinaires. Donc, parce que voilà, on a beaucoup échangé. Donc, je pense que ça a été propice à ce contenu. Donc, merci, un grand merci Véronique, Nathalie, Franck. Je vous remercie bien sûr toute mon équipe. Donc, bien sûr, Victoire qui a travaillé sur toute l'organisation comme elle le fait brillamment pour chaque édition. Je remercie également Emmanuel Gouault, notre responsable de coordination scientifique, puisqu'on parlait bien sûr de scientifiques. C'est normal qu'Emmanuel puisse apporter son regard et a fait un travail remarquable de structuration. Également Daniel, qui bien sûr officie toujours avec nos opérations. Et puis également Xavier. Xavier Abadi qui s'occupe également du développement international de Sim4Health depuis maintenant plusieurs années. Donc voilà, c'était un travail vraiment collaboratif qu'on souhaitait avoir. Et puis vous donnez bien sûr rendez-vous certainement avec les prochains rendez-vous sur LinkedIn, notamment avec le groupe de travail. On vous enverra un petit mail et notamment Victor vous l'enverra peut-être au plus tard lundi pour avoir les informations. Et puis n'hésitez pas, comme je vous l'ai évoqué, de partager sur LinkedIn les contacts. Si vous avez besoin de plus d'informations ou vous souhaitez nous donner vos remarques pour l'amélioration de nos webinaires, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Donc encore un grand merci à tous nos participants. Vous étiez vraiment nombreux ce matin. C'est apprécié parce qu'on y met beaucoup d'énergie et je vois que vous répondez présent. Donc, un grand merci à vous tous aussi et passez donc une bonne semaine et bonnes vacances à ceux qui en ont la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.